Si vous êtes cadre, manager ou dirigeant et que vous pensez que tout se joue sur vos arguments, alors cet épisode est pour vous. Et si vous avez suivi les 3 premiers épisodes, alors vous avez déjà compris quelque chose de fondamental. Ce n'est pas votre ressenti qui fait la différence, c'est la manière dont vous jouez vos cartes dans la négociation. Donc on arrive avec ce 4e épisode, c'est là où tout se joue vraiment, la table de négociation. Parce que vous pouvez avoir la meilleure stratégie, le meilleur dossier, les meilleurs leviers, mais si vous faites une erreur ici, vous pouvez vous retrouver avec le minimum légal. Et c'est exactement ce que montre Chris Voss, l'ex-négociateur du FBI dans Never Split the Difference, ne coupez jamais la poire en deux. Ce n'est pas l'argument le plus logique qui gagne, c'est celui qui maîtrise la dynamique. Je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ, certifié à Harvard, fondateur de rupturepro.com. Et ce que je vois tous les jours, ce sont des cadres brillants qui grillent leur négo de départ dans les 30 dernières minutes. Pas à cause de leur préparation, mais à cause d'un détail, une phrase, un verbatim, un silence mal géré, une réaction trop émotionnelle. Donc sans plus attendre, voici l'épisode 4, les erreurs de négociation pure. Celles qui font la différence entre un accord médiocre et un gros package. Très gros package. On commence tout de suite avec le premier mythe, c'est de se dire j'ai une promesse d'embauche, ils m'attendent, je ne peux pas décaler ma date d'arrivée. Dans ce cas, la négociation prenait un peu plus de temps que prévu, mon client ne voulait pas demander à son futur employeur de décaler sa date d'arrivée. Je lui ai posé la question. S'ils vous ont choisi, vous, parmi tous les candidats, ne peuvent-ils pas se permettre d'attendre 3 semaines de plus? Alors il a demandé. La réponse a été bien évidemment oui, immédiatement. Donc si une entreprise vous veut vraiment, elle peut attendre quelques semaines. Expliquez que vous souhaitez finaliser proprement votre départ et que ce sera perçu d'ailleurs comme un signe de sérieux et de professionnalisme, pas comme un problème. Gérez votre départ et votre arrivée comme un seul et même projet. Ne vous mettez pas une pression inutile avec une contrainte de calendrier que vous pourriez facilement renégocier. Mythe numéro 2, la technique du traquenard au pied du mur. Je vous donne l'exemple de Thierry, c'est un cadre qui m'a contacté l'année dernière alors qu'il arrivait à quelques jours de la fin de ses 4 mois de préavis. Il souhaitait négocier son départ, conditions financières, les dates, les modalités, etc. Mais au lieu d'ouvrir la discussion en amont, il a choisi une stratégie risquée. Il n'a rien dit pendant des semaines, puis, à la toute fin, il a posé ses exigences en pensant créer un soi-disant effet de surprise. Convaincu bien sûr que l'entreprise prise de court préférerait accepter plutôt que de gérer son départ dans l'urgence. Sauf que l'employeur n'a pas réagi comme prévu, vous vous doutez bien. Et ils ont perçu cette démarche comme une manœuvre opportuniste, une pression tardive, voire même un chantage déguisé, ce qui les a braqués immédiatement et les a poussés à refuser toute négociation. Avec un préavis de 4 mois, le risque était encore plus grand, car si la négociation échouait, Thierry se retrouvait piégé. Soit il restait dans une situation dégradée, donc la mise au placard, soit il voulait partir quand même, et donc il devait démissionner, poser sa dème en effectuant docilement ces 4 mois de préavis sans aucun levier de négociation. En face, vous doutez bien qu'ils allaient lui mettre des bâtons dans les roues, ils n'allaient pas raccourcir tout ça. Donc, en pensant mettre l'entreprise sous pression, il s'est en réalité lui-même enfermé dans une impasse. La négociation a besoin de temps pour mûrir, de percoler, d'infuser par une phase d'influence. Car l'influence se construit progressivement. D'ailleurs, c'est ce qu'a démontré Robert Cialdini dans ses travaux Persuasion, notamment sur les mécanismes d'engagement et de persuasion. Tenter une prise d'otage à la dernière minute est la meilleure façon de faire échouer la discussion. Il faut amorcer le dialogue bien en amont. Vous devez anticiper. Plus on anticipe, meilleur ce sera. Meilleur sera votre négo, tant sur le plan humain que sur le plan financier, je le répète à chaque fois. Donc ne soyez pas le lapin qui sort du chapeau. Au dernier moment, ça ne marche pas. Introduisez plutôt l'idée d'une discussion plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance, pour laisser le temps à vos interlocuteurs de considérer votre posture, votre démarche, vos demandes. Mythe numéro 3, c'est le risque de mettre la charrue avant les bœufs. Un cadre me consulte pour connaître ses chances de succès. Il a tenté de négocier son départ sans avoir la moindre idée ou projet pour la suite. Il va comme ça. La négociation s'est rapidement enlisée et il s'est retrouvé au point mort. Il n'atteignait pas le seuil de crédibilité. Ce seuil qui est le seuil crucial pour qu'en face, on considère qu'effectivement, la discussion doit être prise au sérieux. Pire, il s'est retrouvé grillé en interne dans une entreprise où tout le monde l'avait désormais étiqueté comme celui qui voulait partir. Cela illustre l'importance de la réputation et des signaux envoyés. Ça a d'ailleurs été largement étudié en sciences comportementales par Adam Grant. Je
Je vous laisse lire ce livre Give and Take. Donc pour revenir à notre cadre, sa motivation est tombée en flèche. Il a fini par démissionner 6 mois plus tard, épuisé et sans rien derrière. Il a joué à découvert. Donc négocier sans avoir de plan B, même embryonnaire, vous rend psychologiquement très vulnérable. C'est un peu comme ce marin qui veut quitter le port sans avoir de cap, sans avoir de destination. Mais en fait, il va faire des ronds dans l'eau. Il va faire des ronds dans l'eau, il n'ira nulle part. Et si on reste dans la négociation, ce que Fisher et Henry dans Getting to Yes appellent votre BATNA, ce qu'on appelle les Best Alternatives to Negotiate an Agreement, donc c'est le concept central développé, si la négociation patine, vous êtes coincé. Donc il est vraiment essentiel d'avoir au moins commencé à explorer vos options pour la suite. Ne partez pas sans rien. On ne vous dit pas d'avoir complètement validé tous les tenants et aboutissants, mais au moins engagez-vous avec une direction, avec un cap. Votre posture en négociation vient de votre confiance dans l'avenir. Donc commencez par savoir où vous voulez aller. Si ce n'est pas le cas, activez votre réseau. Alors attention, je n'ai pas dit de mettre sur LinkedIn le petit bandeau Open to Work. Ça, c'est complètement débile. Voilà, soyez furtif, soyez discret. Explorez le marché avant d'ouvrir les discussions. Parlez-en aussi avec votre conjoint. Projetez-vous. Cela vous donnera la force de dire non à un mauvais accord. Et surtout, n'attendez pas le secours in extremis d'un hypothétique outplacement dans le deal final ou le package. Non, projetez-vous. Si vous n'avez pas de projet, vous ferez du surplace, vous allez rester là où vous êtes. Mythe numéro 4, attendre passivement la nouvelle directive sur la transparence des salaires. Pourquoi je vous dis ça? Une cadre me disait récemment, avec la nouvelle directive sur la transparence des salaires, je vais enfin savoir si j'étais sous-payé et je pourrais demander réparation. Donc elle voyait ça comme une solution magique. Je lui ai expliqué que cette directive est une excellente nouvelle, mais qu'elle n'est qu'un outil. Elle ne fera pas la négociation à sa place. La directive européenne sur la transparence des salaires, donc transposée en France d'ici juin 2026, est une avancée majeure. Elle vous donnera des munitions pour argumenter sur d'éventuels écarts de rémunération. Mais ce ne sont que des munitions. N'attendez pas que la loi règle votre problème. Le juridique, le législatif, n'est qu'un levier parmi 11 autres grands leviers. Voyez-le plutôt comme un levier supplémentaire dans votre arsenal. Utilisez ces futures données pour étayer votre script et valoriser le préjudice subi, mais ne vous basez pas ou ne basez pas toute votre stratégie là-dessus. Mythe numéro 5, pensez que l'entretien préalable au licenciement est le moment pour négocier. Un cadre que j'ai eu en visio a été convoqué là dernièrement à un entretien préalable. Il pensait que c'était le moment idéal pour mettre ces conditions sur la table. En fait, c'était déjà trop tard. À ce stade, la machine juridique était lancée et l'employeur était en mode gestion de crise. En cherchant à argumenter, il a même pris le risque de donner à la partie adverse des éléments exploitables pour fragiliser sa future ligne de défense. Il a réussi à négocier quelques points, mais sa marge de manœuvre a été considérablement réduite par rapport à ce qu'elle aurait pu être 2 mois plus tôt. L'entretien préalable marque la fin du temps informel. Négocier à ce moment-là, c'est essayer d'arrêter un train qui marche. C'est possible, mais beaucoup plus difficile. Pire, en argumentant sans stratégie, vous pouvez nourrir le dossier contre vous et ça va se retourner contre vous. La vraie négociation a lieu bien en amont, justement, pour éviter d'en arriver là. Et c'est ce que confirme Richard Schell dans Bargaining for Advantage, pour qui le timing est un facteur déterminant dans toute négociation. Donc votre objectif est de trouver un accord avant toute procédure officielle. Si vous recevez votre convocation, c'est que vous avez probablement manqué une étape clé en amont. Très souvent, c'est la phase d'influence ou de négociation. À ce stade, la posture de l'entreprise intègre déjà l'éventualité d'un contentieux. Vous devez contacter un avocat au plus vite car le curseur n'est plus du côté du dialogue, mais plutôt de la défense. Mythe numéro 6, c'est de refuser en bloc une offre ridicule ou alors comment réagir à la technique du low ball, comme on dit aux États-Unis. Un employeur a formulé une première offre très basse à l'un de mes clients. Donc, écœuré, sa réaction à chaud a été de vouloir reprendre le contrôle directement en faisant une réponse par un mail cinglant. Bon, je l'ai arrêté, nous avons construit plutôt une réponse orale, posée et surtout constructive. Rappelez-vous, une négociation, c'est une relation avant une transaction. Une négociation, c'est une discussion avec un objectif. Et donc là, il leur a dit plutôt, je vous remercie pour cette proposition, mais elle est très éloignée de ce que j'envisageais. Pour que la discussion soit productive, je pense qu'une base de discussion plus juste se situerait autour de X milliers d'euros. Et ensuite, nous avons cherché à comprendre la logique de l'offre, sur quels éléments elle reposait, ce qui entrait dans le calcul, pourquoi ils avaient réagi comme ça. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le stack dans le parcours rupturepro.com, c'est le script tactique ajusté pour capitaliser. Une négociation de départ ne doit pas être laissée au hasard.
Si vous voulez qu'on vous aide à construire votre argumentaire pour maximiser le montant de votre chèque, atteindre le point de rupture, le maximum de ce que l'autre est prêt à vous donner à un instant T, prenez un rendez-vous sur rupturepro.com. Et donc, dans ce cas-là, une première offre basse est une tactique de négociation classique. C'est un ancrage. Y répondre par un refus sec revient à fermer le dialogue. Donc la bonne approche consiste à dire ni oui ni non, tout en maintenant la discussion ouverte et en proposant votre propre cadre. Ne prenez jamais une première offre personnellement. Voilà. Ne coupez pas la communication, refusez simplement et fermement, avec calme, et recentrez immédiatement l'échange sur vos propres références. Comme ça, vous êtes crédible et on avance, étape par étape. C'est la méthode des petits pas. Mythe numéro 7, le piège de parler beaucoup plus pour convaincre. J'ai accompagné une directrice de la communication, on va appeler Agnès. Elle maîtrisait parfaitement son dossier. Lors de l'entretien, elle a déroulé un argumentaire pendant près de 20 minutes, sans interruption. Le DRH, lui, n'a rien dit. À force de parler, elle a fini par ajouter voilà, enfin, je comprends que cela puisse paraître beaucoup, en une phrase. En une phrase, elle a fragilisé sa propre demande. En négociation, on se condamne souvent soi-même en parlant trop. Comme le rappelle d'ailleurs le 5e amendement de la Constitution des États-Unis qui permet à tout citoyen de refuser de témoigner contre lui-même. Ralentissez. Faites attention à ce que vous dites. Rappelez-vous du dicton. On tourne 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler. Et en négociation, celui qui parle le plus s'affaiblit. La parole est d'argent, mais le silence, lui, est stratégique. Une fois votre demande posée, de manière claire et concise, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de vous taire. Laissez votre interlocuteur combler le vide. Le silence crée une pression bien plus forte qu'un long monologue ou une forte intonation. Donc, préparez un argumentaire court, posez votre demande, puis taisez-vous. C'est inconfortable, mais c'est dans cet inconfort que la négociation bascule. En parlant trop, vous donnez l'impression de douter et vous offrez à l'autre des prises pour affaiblir votre position. Mythe numéro 8, le vieux cliché du le premier qui donne un chiffre a perdu. Ça fait penser à un client qui tournait autour du pot, attendant que l'employeur fasse la première offre. Et après une trentaine de minutes d'échanges plus ou moins vagues, le DRH a fini par trancher. Bon, pour être concret, on pourrait envisager quelque chose autour de 20 000 euros. Voilà, l'encre était posée. Elle était très basse. Donc mon client a ensuite passé toute la négociation à tenter de remonter une pente particulièrement raide. Le cliché de le premier qui donne le chiffre a perdu est souvent faux. Si vous avez préparé votre dossier sérieusement, faire la première offre peut au contraire être une excellente stratégie. Cela vous permet de poser l'encre, c'est-à-dire de fixer le point de référence autour duquel toute discussion va s'organiser. Donc, posez-le haut. C'est un biais cognitif largement documenté par Kahneman et Tversky dans leur livre Judgment Under Uncertainty, qui montre que le premier chiffre influence fortement toute la négociation, à condition toutefois de pouvoir justifier, sourcer, détailler chaque élément du calcul, pas simplement avancer avec un chiffre au hasard. Donc si vous êtes bien préparé et que vous avez précisément un chiffre en tête, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment le défendre, n'hésitez pas à annoncer votre chiffre en premier. Vous prendrez ainsi l'ascendant psychologique sur la discussion. Mythe numéro 9. Céder à la pression des ultimatums ou le fameux c'est à prendre ou à laisser. Après une heure de discussion, par exemple, le DRH dit à un de nos participants « Écoutez, je fais un dernier effort, c'est ma dernière offre, c'est à prendre ou à laisser, j'ai besoin d'une réponse maintenant. » Sous pression, il a failli accepter. Et je lui avais dit de préparer une réponse pour cette situation. Donc finalement, il a répondu calmement. Ok, c'est une proposition intéressante. J'ai besoin de 24 heures pour réfléchir à tête reposée. Le lendemain, le DRH leur a appelé avec une offre encore meilleure. La dernière offre n'est que très rarement la dernière en fait. C'est une tactique de pression absolument classique pour vous faire céder. Ne tombez jamais dans le piège de l'urgence. Demandez plutôt un délai de réflexion. Cela vous permet de reprendre le contrôle, de désamorcer la pression, de montrer que vous n'êtes pas aux abois et de réfléchir à comment y répondre à tête reposée. Mythe numéro 10, et c'est le 40e si on prend les 4 épisodes, c'est de croire qu'on peut revenir sur le protocole d'accord signé. Un cadre m'a appelé pour une consultation après avoir signé son protocole transactionnel validé par son conseil. Il venait de se rendre compte qu'il avait oublié de négocier son bonus de l'année en cours, soit 30 000 euros. Ah, il était trop tard là. La signature du protocole met fin à tout litige et à toute réclamation future, donc il ne pouvait plus rien faire. Donc,
Ça, c'est vrai dans 99% des cas. La signature d'un protocole d'accord transactionnel vous interdit tout recours en justice sur les éléments du contrat de travail. Il n'y a pas une seconde chance en fait. C'est la ligne d'arrivée. Donc ne signez rien. Rien sans l'avoir relu en détail, à tête reposée, et idéalement l'avoir fait valider par un expert, de bien réfléchir à tout ce que vous auriez pu aller chercher en termes d'indemnité, en termes de conditions, en termes de termes, en termes de délai, en termes d'avantages. Voilà, pensez à tout, chaque mot compte. Une fois signé, le match est définitivement terminé. Nous venons de passer en revue 40 mythes à travers des situations vécues ou relatées. Si je devais résumer les erreurs les plus critiques, ce serait celle-ci. Déjà, ne demandez jamais une rupture conventionnelle de manière frontale. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la préparation et ne croyez jamais que le contentieux est une solution miracle. Négocier son départ n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ce n'est pas un droit, c'est une opportunité qui se construit. En fait, c'est comme un coffre-fort lié à votre ancienneté. La combinaison se décrypte progressivement, la porte s'entrouvre, puis, avec l'aide de bons interlocuteurs, elle finit par céder. Vous quittez peut-être une entreprise, mais vous n'effacez ni votre identité, ni votre réputation. L'objectif n'est pas de claquer la porte, mais de construire un pont solide vers la sortie. Ne laissez pas ces fausses croyances vous coûter une sérénité financière. Reprenez le contrôle, préparez-vous, faites-vous accompagner. L'énergie que vous investissez dans votre préparation est sans doute le meilleur investissement que vous puissiez faire. La décision vous appartient, ne la subissez pas. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses. Bon courage et surtout, bonne négociation.